monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il s'agira d'un book haul. Je me suis absentée depuis maintenant un petit moment. Donc les livres se sont pas mal accumulés, même si, comme je vous l'avais dit dans mon dernier book haul qui date d'il y a peut-être 2 mois, je pense, quelque chose comme ça, j'ai essayé au maximum de limiter mes achats ces derniers temps. Mais bon, là, vu que je vous montre à peu près 2 mois de réception et d'achat, forcément, on a l'impression qu'il y a des livres à foison. Mais finalement, ce n'est pas tant que ça et beaucoup d'entre eux sont déjà lus. Comme d'habitude, pas vraiment de classement, il y aura de tout, des mangas, des BD, des graphiques et des romans aussi. Donc on commence tout de suite. Le premier livre que je vous présente, il s'agit d'Octave d'Arnaud Catherine. Arnaud Catherine, c'est un auteur que j'ai découvert il y a maintenant 2-3 ans avec son livre Romance, qui était, il me semble, un one-shot, si je me souviens bien, mais qui garde en fait, enfin en tout cas Octave reprend les codes graphiques de Romance. Et l'année passée, vous avez également eu Les Nouvelles Vagues, qui a vraiment été un coup de cœur, mais gigantesque pour moi. Et j'ai également lu cette année le premier tome d'À la place du cœur. Donc Arnaud Catherine, c'est une plume que je retrouve et non pas que je découvre, mais je prends toujours autant de plaisir, à me plonger dans l'intensité, la vivacité d'esprit, les romans d'Arnaud Catherine, c'est des personnages qui sont hyper vivants, qui sont meurtris, qui souffrent parfois, mais qui sont, je sais pas, tellement vivants en fait qu'on vit un peu avec eux. C'est très troublant et c'est une expérience de lecture qui est vraiment formidable. Je vous encourage vivement à la faire. Octave, c'est la suite des Nouvelles Vagues. Franchement, vous pouvez lire celui-ci sans avoir lu les Nouvelles Vagues. J'ai trouvé que ce n'était pas impératif d'avoir le passif et les antécédents des personnages, même si du coup les liens entre les protagonistes de ce roman sont déjà établis au début du roman et que donc vous n'avez pas de présentation au sens formel du terme des personnages, mais c'est pas dérangeant parce qu'on est, je crois, 2 ans après, que là les personnages sont à l'université, donc c'est assez différent. Bref, voilà, j'ai déjà beaucoup trop parlé, ce premier livre, mais j'ai trop parlé. Alors en tout cas, je l'ai adoré, je vous en parlerai en point lecture, mais voilà, comme vous pouvez voir, j'ai post-ité absolument, verbe qui n'existe pas, mais j'ai post-ité absolument toutes les pages de ce livre, parce que voilà, la plume d'Arnaud Catherine, c'est vraiment quelque chose. Ensuite, de la part des éditions Erol, j'ai reçu Le drôle de Noël qui a changé ma vie de Marie-Lise Trécourt. Alors c'est un roman qui est assez bref puisqu'il fait 250 pages et c'est une romance de Noël. Je n'en sais pas vraiment plus pour l'instant. Je n'ai pas relu le résumé en fait pour vous dire la vérité. Je l'ai lu lorsque j'ai reçu la proposition de réception, mais je ne l'ai pas relu depuis, donc j'aurai un peu de mal à vous faire part véritablement de l'histoire contenue dans ces livres, mais c'est une romance de Noël. De la part des éditions Flammarion, j'ai reçu un ouvrage que vous avez dû beaucoup voir passer sur les réseaux. Il s'agit du Blanche-Neige et autres contes de Grimm, version Mina Lima. Donc Mina Lima, je pense que vous connaissez la collection puisque vous avez notamment les Harry Potter qui sortent depuis 3 ans maintenant dans cette collection. Mais vous avez également tout un tas de classiques. Il y a par exemple Le Magicien d'Oz, il y a eu Peter Pan, il y a eu, je ne sais plus quel est le livre de la jungle, pardon, il m'en manque un autre, mais je ne sais plus, bref, passons. Ce sont toujours des éditions, j'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui, des éditions enrichies en quelque sorte, enfin tout du moins avec une expérience de lecture assez particulière, puisqu'en fait, comme vous pouvez voir, beaucoup de pages se détachent. Vous avez également des pages simplement illustrées. Je trouve que le format du conte se prête vraiment à ce type d'édition. Je pense que ça va être très sympa. Et vous avez aussi donc ces pages qui sont découpées comme ceci et qui rendent la lecture vraiment d'autant plus immersive, je pense, et très sympathique pour un enfant, bien que ce soit des livres assez fragiles. Il faut faire attention, vous avez vu les pages découpées, tout ça, bon, vous avez quand même des tout petits morceaux de papier qui sont susceptibles très facilement de se déchirer. Mais vraiment, très très belle édition. Je remercie beaucoup les éditions Flammarion pour cet envoi. Ensuite, de la part des éditions Glénat, j'ai reçu Le printemps de Sakura de Marie Jaffredo, qui est un roman, j'allais dire un roman illustré, mais c'est pas vraiment ça, parce que je ne suis pas sûre qu'il y ait eu un texte préalable à l'écriture de cette BD. Mais quoi qu'il en soit, ça a vraiment un côté très écrit. C'est au-delà de la BD et du graphique, on a vraiment voilà, ce sentiment de roman graphique. Donc ici on va suivre une petite fille qui vit au Japon avec son père et qui a perdu sa maman depuis un moment maintenant, qui va se retrouver chez sa grand-mère pour une durée, il me semble pour l'été, et qui va donc un petit peu découvrir des racines qu'elle ne connaît pas, donc les racines vraiment nippones. Elle va apprendre énormément de choses sur les traditions,
sur la nourriture, sur la culture vraiment en tant que telle du petit village dont est originaire sa grand-mère. C'était vraiment très intéressant parce que on avait cette espèce de lien transgénérationnel entre la petite fille qui est un peu en quête de sa maman, mais qui a aussi donc sa grand-mère comme référent physique véritablement là. C'était un très joli récit, très poétique, que je vous recommande vivement si vous aimez les illustrations, vous savez, un petit peu pastel et qui font très japonaise en fait finalement. Je vais vous montrer ça avec un petit côté minimaliste comme ceci. Mais je vais essayer de vous trouver les... Il y a des planches avec des fleurs de cerisier, voilà, comme ceci qui sont très typiques en fait et vraiment très jolies. Donc voilà, très bel objet, très jolie histoire, j'ai passé un très bon moment. De la part des éditions Albin Michel, j'ai reçu La Princesse Totem, qui est un conte écrit par Justine Brax et illustré par... Non, alors je vous dis n'importe quoi, pardon. Écrit par Sébastien Pérez et illustré par Justine Brax. Donc j'étais assez surprise par les couleurs, enfin le choix de ce rose assez fluo, quoi. C'était assez surprenant, c'est quelque chose qu'on voit assez peu dans le milieu éditorial, je trouve. Surtout que vous retrouvez ces codes couleurs absolument partout dans l'œuvre, donc voilà, ça peut être assez surprenant. L'histoire en elle-même était assez sympa, ça m'a pas transcendée, je vais pas vous mentir. J'ai trouvé ça joli, c'était un très bel ouvrage pour un enfant, encore une fois, avec ces très grands formats où finalement on a vraiment énormément de détails en fait au niveau des illustrations. Je vous en montre une autre, mais comme vous pouvez voir, c'est richement illustré avec des couleurs très prononcées, donc je trouve que c'est un bel ouvrage pour les enfants. Mais le conte en tant que tel, enfin, pour tout vous dire, je l'ai lu il y a un mois et demi, je pense, et je m'en rappelle peu, pas. Donc voilà, c'est assez. Je sais pas, ça l'a pas trop fait avec moi. Après, j'ai vu qu'il avait beaucoup plu sur Instagram, mais c'est vrai que, bon, en dehors de l'aspect toujours pareil, avec ces couvertures qui sont très belles et qui du coup donnent profondément envie de se plonger dans l'œuvre, en fait, dépasser ce côté-là, moi, j'ai pas été pleinement satisfaite par l'histoire. Mais bon. Donc on suit ici June qui a grandi en fait préservée du monde et qui doit prendre ses fonctions de princesse en fait en quelque sorte. Et dans cet univers, les princesses sont liées à des totems qui sont des animaux auxquels elles se lient pour toujours par la suite. Donc voilà, on va suivre la quête de June qui va donc trouver son animal totem. C'est l'histoire de cette petite princesse. De la part des éditions Soleil et de Victor Dixon, j'ai reçu le premier tome de Vampiria Inquisition. Donc au scénario, nous avons évidemment Victor Dixon et à l'illustration, nous avons Eder Messias, que je ne connaissais absolument pas, qui propose des illustrations que je trouve surprenantes, mais aussi très intéressantes dans le sens où elles changent vraiment de l'ordinaire. Je vous montre ça tout de suite. Alors quand je dis l'ordinaire, je ne parle pas l'ordinaire de la BD classique, mais je parle bel et bien de l'ordinaire de ce qui est devenu commun en BD aujourd'hui, je trouve, et qu'on voit majoritairement sur les réseaux sociaux. J'ai quand même l'impression que Victor Dixon, si c'est lui qui a choisi son illustrateur, et je pense que c'est le cas, a orienté son choix vers quelqu'un qui proposait quelque chose de peut-être un peu plus marqué en termes d'identité, c'est-à-dire que vraiment, je trouve que ces illustrations, vous ne les verrez pas partout. Elles ont quelque chose d'assez surprenant en fait, une nouvelle fois. Et le choix des couleurs est toujours très classique aussi, donc il fait vraiment penser à la BD d'il y a peut-être une vingtaine d'années. C'était très agréable parce que justement ça permettait de marquer la rupture avec d'autres choses que j'avais pu lire ces derniers temps. Donc là on est dans quelque chose qui est complètement à part de l'histoire principale de Vampiria, donc de la saga qui pour l'instant est en 3 tomes mais sera en 12 il me semble. On est comme dans une espèce de petite nouvelle annexe, mais toujours dans l'univers de Vampiria. C'était très sympa, il y avait un petit côté assez diabolique, enquête, etc., etc. Enfin, c'était assez sympa, un petit côté Sherlock Holmes en fait, je trouve. Et j'ai passé un très bon moment, c'est un ouvrage qui est hyper référencé, vous avez beaucoup de mentions des auteurs classiques, il y a Ovide, les personnages portent des noms de personnages très connus de la littérature classique, comme des personnages de Racine ou de Molière, pardon. Et voilà, donc du coup c'était très agréable, j'étais vraiment contente de découvrir cette BD. Elle n'est pas arrivée toute seule, mais alors c'est vrai que j'ai pas tout sorti pour vous montrer lors de ce book haul parce que ça fait un petit moment que maintenant que je l'ai reçu. Je l'ai reçu dans une boîte avec un joli éventail et un pins, enfin voilà, c'était vraiment un très très bel envoi de la part des éditions Soleil. Et voilà, j'étais ravie de découvrir cette BD.
Bon alors j'ai encore fait une bêtise puisque je voulais vous montrer les 2 ouvrages que j'ai reçus dans la collection L'Encyclopédie du Merveilleux publiée chez Albin Michel. Donc il y a Les Sorcières qui est ici et j'ai également Les Fées mais il est resté en bas donc je ne vais pas redescendre le chercher même si je vous ferai peut-être des incrustes durant la vidéo pour que vous ayez un visuel de la BD, sinon de l'ouvrage pardon. C'est simplement Les Fées et c'est illustré... alors au texte c'est Sébastien Pérez, à l'illustration je ne me souviens pas malheureusement, bref. Donc je vous montre Les Sorcières puisque c'est celui que j'ai sous la main. Donc Les Sorcières, il est illustré par Benjamin Lacombe, comme vous avez dû reconnaître les illustrations puisqu'on les voit partout. Et il est écrit par Cécile Roumiguière. Alors c'est un ouvrage type encyclopédique, comme son titre... comme le nom de la collection l'indique, et donc vous avez énormément d'illustrations, avec notamment des portraits comme ceci, des portraits des sorcières classiques. Ici vous avez Circé, qui est vraiment, je trouve, sublime, mais vous avez aussi des choses qui sont, comment dire, un peu plus obscures, dans le sens un peu moins communes pour nous, en tout cas en Occident. Vous avez notamment celle-ci, donc vous avez, c'est Kyoko, une sorcière japonaise, et donc voilà, vous êtes renvoyé en fait à des folklores très très différents. Et vous avez ici la mère Chipton, si je le prononce bien. Et donc voilà, vous avez des références donc à la fois à la mythologie grecque avec les sorcières grecques, vous avez des sorcières latines, vous avez des sorcières asiatiques, des sorcières africaines, enfin c'est vraiment très très intéressant, très riche. Et voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture et j'ai trouvé ça vraiment richement illustré, très bien présenté, donc un très très bon moment. Et donc, puisque je n'ai pas l'ouvrage d'effet, je vais vous mettre la couverture jusqu'ici. C'était exactement dans le même style que l'encyclopédie du merveilleux concernant les sorcières, mais avec les fées. Et là, pour le coup, on est beaucoup sur le folklore breton, comme vous vous doutez, mais vous avez aussi des fées qui viennent de tous les horizons, mais majoritairement des pays du Nord quand même. C'était très intéressant, c'était très joli, les illustrations sont vraiment somptueuses, complètement différentes de ce que fait Benjamin Lacombe, mais vraiment très très belles aussi. Je vais vraiment essayer de vous mettre des incrustes pour que vous puissiez vous rendre compte. De la part des éditions Kyun, j'ai reçu le tome 2 de Léviathan. Léviathan, je vous en ai parlé il y a quelques temps maintenant sur la chaîne puisque le tome 1 a été un immense coup de cœur. Donc l'auteur c'est Shiro Kuroy et c'est de la part de Kyun, je viens de vous le dire. Ce tome 2 reprend directement la suite du tome 1, donc je ne vais pas vous en parler plus que ça. Je vais juste vous briefer rapidement sur le scénario du tome 1. Dans le tome 1, on suit un groupe d'élèves qui se retrouvent dans l'espace dans un vaisseau qui a un accident, il y a un problème en tout cas. Et ils se rendent compte qu'il n'y a qu'un seul caisson de survie, donc à savoir qui va survivre. C'est un espèce de battle royale dans l'espace, si vous voulez. Et en parallèle de ça, vous avez une seconde temporalité où vous avez des espèces Alors, on ne sait pas vraiment, en fait, si c'est des personnes qui essaient de venir en aide à ces élèves qui ont été laissés dans le vaisseau, ou si ce sont des personnes qui juste, comment dire, explorent un petit peu l'espace et sont tombées sur les restes du vaisseau. Mais en tout cas, voilà, vous avez 2 temporalités. Et en fait, la grande question, c'est qui est le survivant, finalement. Donc, vraiment un Battle Royale. Et le second tome était super comme le tome 1. Par contre, c'est très sombre. C'est peut-être pas à mettre entre toutes les mains. Ça cible un public adulte, je dirais. Mais vraiment très très beau. De la part des éditions Crunchyroll, alors tout d'abord, petit aparté, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous étiez au courant que Crunchyroll en fait possédait maintenant une maison d'édition. Alors j'ignore si c'est le rachat d'une maison d'édition qui existait déjà ou si c'est une création complète. Mais voilà, grosse découverte. Donc Crunchyroll a une maison d'édition. Et donc le premier ouvrage qu'ils m'ont envoyé c'est Time Paradox Ghostwriter. Au scénario on a Kenji Ishima et au dessin on a Tsunehiro Date. Et je suis désolée pour les prononciations, hein. En japonais c'est compliqué. Donc on est sur un manga qui va nous parler des paradoxes temporels un petit peu, puisqu'on suit un personnage qui rêve de devenir un mangaka célèbre et d'être publié dans le magazine Shonen Jump si je me rappelle bien. Et qui va faire énormément d'efforts pour que ce soit le cas. Et un beau jour dans son micro-ondes il va trouver un Shonen Up justement. Un Shonen Jump, pardon. Pourquoi je vous dis Shonen Up? C'est le nom d'une collection ça je suis sûre. Donc un Shonen Jump, mais daté en fait de 10 ans plus tard. Donc comme si l'objet avait voyagé dans le temps en fait simplement. Et donc il va, j'imagine, je n'ai pas encore lu cet ouvrage, s'inspirer de cette couverture pour créer quelque chose, sûrement. Voilà, j'en sais pas vraiment plus, c'est un shonen et franchement en termes de qualité du coup si vous n'avez pas encore croisé les éditions Crunchyroll on est vraiment sur quelque chose d'assez classique avec une dust jacket simple et avec du coup vous savez l'intérieur avec le manga en noir et blanc, normal.
Mais c'est assez qualitatif, enfin c'est vraiment comme toutes les autres collections de mangas, c'est plutôt, c'est dans la même veine quoi. Et donc toujours de la part de Crunchyroll, j'ai reçu Okuto no Ken. Alors c'est un classique des mangas, je crois que j'imagine que du coup c'est une réédition. Personnellement je ne connais pas cet univers, c'est l'univers de Ken le survivant. Mais voilà, je sais que c'est un classique et que ben voilà, je vais découvrir avec le premier tome ce que ça donne. Donc pour le scénario, en 1990, la Terre a été consumée par l'enfer des flammes atomiques pour se changer en un monde de violence et de mort. Le dernier espoir de l'humanité réside dans les poings d'un seul homme au torse orné de 7 cicatrices. L'affrontement entre Okuto Shinken et Nanto Saiken s'apprête à entrer dans la légende. Donc il s'agit d'un seinen, c'est un univers un peu sombre de ce que j'ai compris, mais voilà, j'en ferai la lecture avec beaucoup de plaisir. Alors, dans la mesure où c'est un manga qui date quand même maintenant d'il y a quelques années. Alors les premières pages sont en couleur, c'est très joli. Mais les illustrations sont, vous savez, de ce type-là, peut-être nettement moins arrondies que ce qu'on trouve aujourd'hui dans les mangas. Voilà, donc c'était le premier tome de Okuto no Ken. J'aimerais vous dire qu'on a bientôt fini, mais c'est pas tout à fait le cas. Donc, de la part des éditions HSN, j'ai reçu vraiment cette beauté. Depuis que je l'ai vu, ce livre, il me tente énormément. En fait, je sais pas pourquoi même les sonorités du titre me plaisent alors qu'elles sont extrêmement simples. Il s'agit du Chant des géants de David Brie. Je sais pas si c'est un auteur américain ou français. Et donc, c'est un livre en hardback, donc en couverture rigide. Et vraiment, en fait, tout l'ouvrage vous propose des en-têtes de chapitres comme ça qui sont absolument somptueuses et qui reprennent un petit peu les codes vikings, bretons, avec cette espèce de côté très arabesque, etc., etc. Enfin, c'est vraiment très joli. Donc, dans cette histoire, alors je n'ai pas encore lu le résumé, on va le lire ensemble. Je vais vous raconter une histoire, celle de notre île d'Oestan où dorment 3 géants. Bail aux rêves de mort et de musique, le Borchamp, mère du brouillard des collines et des plaines, et enfin le puissant Phraé, aux songes de gloire et de cris, de sang et de larmes. Je vais vous parler de grands espoirs, de ce qui est vain, de ce qui meurt. Alors fermez les yeux, laissez-vous aller. Voilà. Mon histoire commence sur la lande, en bord de mer, dans le château de l'étrange roi Lothar. Bref, ça a vraiment l'air super, je pense que celui-là il va pas traîner dans ma palle. En plus, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il est parfait pour l'automne. C'est écrit tout de même extrêmement gros, je pense que la lecture sera rapide, mais vraiment, j'ai très très hâte. Toujours de la part des éditions HSN, j'ai reçu Carne de Julia Richard. Alors c'est un livre qui me tentait beaucoup, beaucoup. Je l'ai vu passer quand même pas mal sur les réseaux sociaux. J'ai entendu dire beaucoup de choses de ce livre, notamment qu'il était assez drôle et franchement, ça fait du bien de temps en temps de lire des ouvrages qui nous font un petit peu sourire. Parce que j'ai tendance personnellement à me lancer dans des textes qui sont assez graves, assez difficiles. Et c'est vrai qu'il y a des périodes où on n'a pas forcément envie d'être dans ce type de registre, on a besoin de quelque chose d'un peu plus léger. Donc là on est sur un posta... Ouais, plus ou moins posta, puisqu'en fait c'est un livre de zombies, donc nécessairement, voilà, on est après quelque chose, quoi, en tout cas. Mais, ça a vraiment l'air super. En plus, j'aime beaucoup la présentation au dos, vous avez un espèce de Nutri-Score ici, enfin, je sais pas pourquoi ça me fait beaucoup rire. Simon ne va pas bien. D'ailleurs, depuis qu'il s'est mis à vouloir manger de l'humain, les choses ne tournent pas bien rond dans sa tête. Face à une société qui les traite, lui et ses congénères, comme des zombies, il fait de son mieux pour garder sa dignité, s'occuper de sa famille et être professionnel au bureau. Mais comment rester soi-même quand la faim frappe à la porte avec autant de délicatesse qu'un tank sur un champ de mine? Contraint à gérer son état parasite en maintenant l'illusion de la routine, il décide d'en faire une histoire de famille. Et vous savez ce qu'on dit sur les histoires de famille, c'est toujours un sacré bordel. Voilà, donc ça a vraiment l'air super cool et je vous ferai un retour rapidement. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Bon, allez, plus que 4 et je vais commencer par celui-ci puisque je voulais présenter tellement de fois sur la chaîne que je ne vais pas vous parler du résumé, je vais juste vous montrer cette magnifique édition de Prince Cruel qui est donc parue chez Rajo au début du mois. Donc c'est comme ceci, c'est un ouvrage en relié avec donc la dose jaquette que vous pouvez retirer mais qui reprend la couverture du tome 1 en version brochée. Il est ma foi très beau, vous avez donc les dorures sur toute la tranche du livre. Voilà, magnifique, très très bel objet. Si vous voulez en savoir plus sur Prince Cruel, n'hésitez pas à regarder mon avis, je vous en ai parlé dans plusieurs livres, mais de toute façon vous en avez forcément entendu parler, et en bien j'imagine, parce que les retours sont vraiment très élogieux sur cette saga. Donc voilà, je ne vais pas vous en parler encore et encore et encore, mais sachez que si vous êtes des fans, l'édition reliée de Prince Cruel est parue chez Rajo. Une autrice que j'aime beaucoup et une personne également que j'aime beaucoup, Alicia Garnier, donc a sorti récemment au format poche Will You Play, son premier roman. J'ai vraiment hâte de le lire parce que j'ai lu cette année Can't Help Falling in Love. Vraiment,
j'ai adoré. Je trouve que la plume d'Alicia est très jolie et pourtant je ne suis pas du tout romance. C'est très rare que je vous parle de romance sur la chaîne parce que c'est pas mon dada, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement, sauf avec ces plumes qui sont vraiment très intenses. Donc Alicia, elle arrive vraiment à nous parler de la psychologie de ses personnages avec beaucoup de justesse et beaucoup d'intensité. Et en fait, la relation amoureuse vient se greffer à ça, mais ce sont vraiment des personnages qui existent à part entière, même en dehors de la relation qu'ils peuvent entretenir l'un envers l'autre, enfin l'un avec l'autre, pardon. Et c'est ce qui est très intéressant, voilà, c'est extrêmement bien fait. Et c'est vrai que très récemment, je crois que c'est sur la chaîne de Nina que j'avais vu ça, et je trouvais que le parallèle était pas mauvais. Nina avait fait un parallèle entre ce que faisait Alicia et ce que faisait Brittany, ses chéris. Et finalement, je crois qu'il y a un peu de vrai là-dedans. Peut-être pas au niveau de la plume, mais au niveau du style d'histoire que vous allez trouver. En tout cas dans celui que j'ai lu, parce qu'apparemment Will You Play est beaucoup plus léger de ce que, encore une fois, de ce que j'ai compris et des retours que j'ai pu lire. Bref, beaucoup de blabla, c'est pour ça que la vidéo va être très longue, c'est parce que je vous parle 1000 ans de chaque livre. Donc dans cette histoire, on suit Dawn qui va rencontrer l'homme idéal, celui qui va l'aimer, la faire se sentir unique et combler toutes ses attentes, sauf qu'en trouvant l'amour, elle a l'impression d'avoir perdu Gareth, son meilleur ami. Celui qui a grandi à ses côtés, qui partageait avec elle le goût du danger, des paris insensés et qui a apporté le brin de folie qui donnait du sens à sa vie. Donc je pense que c'est un friend to lover, si j'ai bien compris, mais j'en suis pas certaine. En tout cas, j'ai hâte de le lire parce que j'en ai entendu beaucoup de bien et que depuis sa sortie me tente. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas craqué jusque-là, mais sûrement, encore une fois, comme je vous dis, parce que je craque finalement assez peu sur la romance. Bref, je vous ferai un retour dès qu'il sera lu. Un autre ouvrage que je voulais me procurer depuis un moment, il s'agit de Rule de Hélène Goodlet, publié chez Bayard. Alors c'est le tome 1, je crois qu'il y a 2 tomes. J'adore les couvertures de ces ouvrages. Dans cette histoire, on va suivre 3 jeunes filles qui sont convoquées plus ou moins par le roi dans son palais. Et le roi va leur annoncer qu'elles sont ses seules héritières. Et donc elles vont s'affronter quoi pour savoir qui est digne de succéder au roi, en gros. J'en sais pas beaucoup plus et j'ai beaucoup de mal à me rappeler si j'ai vu des avis élogieux ou pas trop sur cette saga. Mais en tout cas, moi, ça me tentait beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait des codes, en fait, des codes de couverture qui me parlaient pour rester dans le domaine extrêmement superficiel. Mais même en dehors de ça, quand j'en ai entendu parler en vidéo, j'avais l'impression que c'était des thématiques qui pouvaient me plaire. Alors j'espère que ce ne sera pas trop jeunesse, parce que pour le coup, c'est quand même des scénarios qui ont été faits, refaits, archifaits. Ça m'a beaucoup fait penser, par exemple, au résumé de For Dead Queen, ou alors au résumé de La Princesse sans visage, qui sont en fait des romans qui ont vraiment une identité à part entière et qui sont très réussis. Donc je trouverais ça dommage si ici ce n'est pas le cas, parce que si on a juste le même type de scénario avec une histoire et des personnages qui manquent un petit peu de saveur, ça peut très vite basculer dans quelque chose de peu intéressant. Donc je vous ferai un retour quand je l'aurai lu, et pareil, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Allez, je clôt ce book haul avec une BD, donc Les Dieux Célestes, Seed of War, le tome 1. C'est fait par Blade et Vukis et c'est publié chez Calopsia, qui est une maison d'édition que je ne connaissais pas. J'ai reçu cette BD un peu comme ça en fait, pour tout vous dire, et je ne sais pas trop de quoi ça parle. Par contre, je trouve que les illustrations sont très jolies. On a un petit côté l'Enfest de Troyes, et de toute façon c'est une BD fantasy. Donc voilà, je vous en parlerai quand je l'aurai lu également. Et je suis contente de découvrir une maison d'édition que je ne connaissais pas. J'espère que ce n'était pas trop long pour vous, que je vous ai donné 2-3 idées de titres à découvrir. Si vous avez un ouvrage particulier à me conseiller, que vous venez de vous procurer, que vous avez déjà lu et dont vous voulez me faire part, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il va y avoir un second book haul dans pas très longtemps, parce que j'ai préféré diviser pour pouvoir un tout petit peu vous parler des ouvrages en fait, sinon c'est hyper frustrant de passer juste à la chaîne des titres et des titres et des titres. Déjà qu'en soi le book haul ne permet pas vraiment de parler de l'opinion de l'ouvrage et même de l'opinion qu'on a sur l'ouvrage, pardon, et même plus généralement de l'ouvrage en tant que tel puisqu'il n'est pas encore lu. J'avoue que j'avais beaucoup de mal avec l'idée de revenir avec un book haul pour vous présenter 45 livres sans rien vous en dire et simplement enchaîner voilà, les titres que je vous présente. Bref, je parle encore beaucoup trop. Je vous remercie d'être resté jusque là, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne.